Le président Alassane Ouattara a pris part au 25e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État a quitté Johannesburg pour Paris où il aura un entretien mardi avec le président français François Hollande. Et puis le port de San Pedro a réceptionné 22 000 tonnes de ciment pour faire face à la pénurie de ciment en Côte d'Ivoire, un élément essentiel pour la construction. Une conférence sur Ebola est organisée à Dakar par Médecins sans frontières face à la recrudescence de l'épidémie en Guinée et en Sierra Leone. En sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la Côte d'Ivoire et le Gabon ont fait match nul cet après-midi. Le résumé de cette rencontre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h à 24h de la fin des travaux du 25e sommet de l'Union africaine. En Afrique du Sud, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Johannesburg ce dimanche pour Paris où il doit rencontrer le président français François Hollande. Mais avant son départ, le président Alassane Ouattara et ses pairs se sont retrouvés à huis clos pour réfléchir sur des sujets sensibles tels que la corruption, la xénophobie et les migrations. Le chef de l'État a également échangé en marge des travaux du 25e sommet de l'Union africaine avec le Premier ministre du Faso. Le reportage est signé de notre envoyé spécial à Johannesburg, Jérôme Kofi Abolin. Ce dimanche 14 juin 2015, avant-dernière journée du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est après avoir participé donc aux travaux marquant cette journée que le président Alassane Ouattara, à bord de son avion, a pris aux environs de 15 heures la direction de Paris où il doit rencontrer mardi le président français François Hollande. Ces travaux qui d'ailleurs se sont déroulés sans la présence de la presse parce qu'à huis clos. Mais pour tenir compte de l'ordre du jour, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont pendant environ 4 heures d'horloge planché sur plusieurs sujets, notamment la question de la migration. Et à ce problème, tous auraient convenu que l'une des solutions demeure la création d'emplois des jeunes, comme l'a souligné le président Alassane Ouattara lors du 23e forum du MAEP en marge du sommet de l'UEA. Mais avant tout cela, le chef de l'État ivoirien a eu le temps de recevoir le Premier ministre du Faso, qui a retenu les relations bilatérales comme point essentiel de cet entretien. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au président Alassane Ouattara, qui est bien sûr un aîné, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, le pays qui a le plus de relations de fraternité et d'amitié avec le Burkina Faso. Et ensemble, nous avons pu faire le tour de notre coopération. Nous avons échangé sur des questions politiques, bien sûr, mais aussi sur des questions économiques. Vous savez que nos deux pays ont des relations très anciennes et nous avons le devoir, en tant que responsables, de veiller à ce que ces relations-là puissent se maintenir, voire se consolider. Et c'est à cela que nous travaillons. Le président Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour réagir à une préoccupation d'un journaliste burkinabé sur la présence en Côte d'Ivoire de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Pour lui, cette présence ne peut pas être une excuse pour la Côte d'Ivoire de s'immiscer dans la vie politique du Burkina. Ce n'est pas parce que le président Compaoré est en Côte d'Ivoire que nous sommes attachés à la participation de son parti ou le parti dont il a été le président aux prochaines élections. Au niveau de la CEDEAO, nous avons indiqué que c'était important d'avoir des élections inclusives et que l'expérience a montré que l'exclusion pose toujours des difficultés. Nous avons pris certains cas, le cas de la Côte d'Ivoire. L'exclusion du président Bédié et de moi-même a amené ce que tout le monde sait. Prenez le cas de la Libye, l'exclusion du groupe Kadhafi a apporté beaucoup de difficultés à ce pays. C'est parce que nous aimons le Burkina et les Burkinabés. Nous sommes liés. Ce sont des peuples frères. Si les choses vont bien au Burkina, c'est bon pour la Côte d'Ivoire et vice-versa.
Donc nous souhaitons des élections apaisées. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons pas à nous immiscer dans la politique intérieure du Burkina. Il se trouve que le nouveau code électoral a été voté le 7 avril 2015 et à 4 mois de la présidentielle, visiblement, sur le plan législatif, plus rien ne peut être fait. Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat. J'ai clarifié la position de la Côte d'Ivoire. C'est important de le faire pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Nous ne pouvons pas interférer dans le processus électoral au Burkina Faso. Ce serait prétentieux de la part de la Côte d'Ivoire et du président de Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara de terminer en indiquant qu'au regard des liens fraternels historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, les deux pays n'ont d'intérêt que de continuer à œuvrer ensemble pour la paix et la cohésion. Revenons à Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience ce samedi au directeur du Comité international des Jeux de la francophonie. Abidjan accueillera la 8e édition des Jeux de la francophonie. 4000 jeunes issus de 80 pays compétiront dans une dizaine de disciplines sportives et dans plusieurs autres domaines culturels. Les préparatifs de ce rendez-vous international avancent bien, c'est du moins l'avis du directeur du Comité international des Jeux de la francophonie qui achève une mission de 2 semaines sur les bords de la lagune Ébrie. Il a fait le point de cette évaluation au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous repartons très satisfaits par rapport donc à l'état des préparatifs. Sur tous les secteurs organisationnels, les différents éléments se mettent en place. Le projet a bien pris forme. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans la dimension qualitative des Jeux. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très satisfaits. Son Excellence, le Premier ministre, nous a reçus, nous lui avons fait le point. Particulièrement sur l'implication des différentes autorités, les ministères, le comité national, le district. Nous avons senti une très grande implication. Et tout ceci augure en tout cas d'un événementiel qui sera une grande réussite. Des hommes d'affaires belges ont été reçus également par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces opérateurs économiques voudraient investir dans notre pays. Reportage Hugues Weblé. Leur volonté de venir prospecter en Côte d'Ivoire, ces investisseurs belges l'avaient exprimé au Premier ministre alors présent en Belgique il y a quelques mois. Daniel Kablan-Duncan, on s'en souvient, était l'invité d'honneur de l'African Belgian Business Week, un forum économique. Leur séjour ivoirien, ces investisseurs belges estiment qu'il est fructueux. Cette prémission a été un succès parce que des accords de partenariat ont été signés. De ces accords de partenariat, une décision est prise, c'est que cette prémission aboutira donc à une mission BMOBEX qui aura lieu du 30 novembre au 4 décembre. La mobilité est un sujet aujourd'hui qui va exiger du travail de nous, entreprises belges, par rapport à ces accords. Et de ces préétudes qui vont être réalisées, nous allons pouvoir se mettre autour de la table, proposer nos services en termes d'études sur des problèmes de mobilité qui sont rencontrés dans les ports, tout comme dans le train urbain, tout comme dans le ferroviaire. Étaient présents à cette rencontre à la primature des représentants de 23 entreprises belges évoluant dans le transport aérien, naval et ferroviaire. On parle maintenant de la pénurie de ciment en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a autorisé l'importation de ciment pour faire face à cette pénurie. Et le port de San Pedro a réceptionné plus de 22 000 tonnes de ciment en vue de relancer plusieurs chantiers dans la région. Reportage Mamadou Kwasi. Réhabilitation de la voirie à San Pedro, construction du barrage de Soubré, des projets immobiliers dans le district du Bassa-Sandra. Autant de projets ralentis par la pénurie de ciment en Côte d'Ivoire. Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions, dont l'importation du ciment. C'est dans ces cadres que le port autonome de San Pedro enregistre l'arrivée dans ses eaux du navire Watsfall Larsen. À son bord, 22 000 tonnes de ciment,
Une véritable satisfaction pour les autorités portuaires, engagées à faciliter les démarches. C'est heureux, en tout cas pour l'ensemble de nos industries, c'est heureux pour tous les chantiers qui sont actuellement en cours. Mais ce que je voudrais surtout noter avec beaucoup de plaisir, c'est tout l'engouement, toute la mobilisation de l'ensemble de la communauté portuaire, hein, que ce soit les dockers, que ce soit les manutentionnaires, que ce soit l'administration des douanes. Tout le monde, comme un seul homme, se lève pour pouvoir traiter et recevoir ce trafic-là conformément aux exigences, aux demandes de l'État de Côte d'Ivoire. Le corps préfectoral et les responsables des ministères de l'Industrie et du Commerce rassurent que tout sera mis en œuvre en vue d'éviter une augmentation du coût du ciment sur le territoire du district du Bas-Sassandra. Actuellement, le besoin du marché ivoirien s'élève à plus de 300 000 tonnes de ciment. Ce débarquement constitue la première phase de plusieurs déchargements qui seront faits en vue de couvrir les besoins du marché régional et permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre dans son élan de développement économique. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a organisé jeudi dernier un séminaire de formation sur les marchés publics, un séminaire destiné aux entreprises du secteur privé. Les détails avec Chantal Akanda. Le montage d'une offre technique et financière dans une soumission, secteur privé et régulation des marchés publics. 2 modules de formation pour renforcer les capacités des entreprises privées en vue de garantir leur participation efficace aux marchés publics. L'initiative est de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. Elle entend répondre aux préoccupations du secteur privé pour qui la commande publique n'est pas toujours une opportunité. La commande publique offre beaucoup d'opportunités de promotion, mais quelques préoccupations sont soulevées et il était bon pour nous de se retrouver pour voir comment faire pour que les choses se passent au mieux. Acteur majeur de l'économie ivoirienne, le secteur privé est le premier bénéficiaire de la commande publique. Sa maîtrise des procédures est un gage de bonne gouvernance du système de ces marchés. Lorsqu'on monte des dossiers d'appel d'offres, on a souvent des préoccupations qu'on n'arrive pas à écarter. Et aujourd'hui, la RMP nous donne en fait vraiment une chance à travers le marché public, la DMP, de nous donner vraiment une phase pratique pour élucider les différents problèmes qu'on avait. Je trouve vraiment que c'est très intéressant. Ça nous permet de savoir et d'avoir plus d'informations sur la régulation des marchés publics ici en Côte d'Ivoire en tant que des investisseurs étrangers, des investisseurs spécialement marocains. Pour Diomandé Ali, conseiller du président de la République en charge des structures rattachées, les marchés publics sont un facteur de promotion du secteur privé. À travers ce séminaire, l'ANRMP renforce davantage sa collaboration avec les entreprises privées. Un pas de plus pour garantir la transparence et l'équité dans les marchés publics. Lutte contre la traite des personnes, le ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant a paraphé un accord sur un projet de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire et au Libéria. Et le projet est financé par le gouvernement japonais. Reportage Herman Yamia. La traite des personnes est un esclavage des temps modernes. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en sont victimes dans leur pays ou à l'étranger par la contrainte, la duperie ou la force. Et la Côte d'Ivoire n'en est pas épargnée. C'est fort de ce constat que l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en partenariat avec le ministère de la Solidarité, a initié le projet portant sur la promotion de la sécurité humaine en vue d'appuyer les initiatives du gouvernement ivoirien à renforcer le dispositif national de lutte contre la traite des personnes. Cette signature d'accord de partenariat est donc la matérialisation de l'engagement des 2 parties à lutter contre ce fléau. Le soutien permanent de votre structure et son implication personnelle dans la mobilisation des ressources techniques et financières constituent des indicateurs encourageants dans cette lutte. Selon le rapport mondial de l'ONUDC sur la traite des personnes en 2014, en Afrique et au Moyen-Orient, l'exploitation sexuelle représente 53%, le travail forcé 37% et les autres formes d'exploitation comme la mendicité forcée des enfants ou l'enrôlement des enfants soldats 10%. La traite des personnes est le 3e crime le plus rentable au monde après le trafic de drogue et d'armes. Les estimations révélées font état d'un crime qui fait 25 millions de victimes à travers le monde et génère près de 32 milliards de dollars de revenus illicites par an.
Financé à hauteur de 185 millions de francs CFA par le gouvernement japonais pour la période d'avril 2015 à mars 2016, ce projet permettra de renforcer les capacités et aussi de fournir aux policiers, gendarmes, douaniers et agents des eaux et forêts des outils et équipements spécialisés afin d'accroître la détection et l'identification des victimes de traite de personnes au niveau des frontières. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement de 2 ateliers portant sur la plateforme des politiques de l'élevage en Côte d'Ivoire et sur la validation de la stratégie nationale d'éradication des trypanosomes et des mouches tsetse. Il s'agit d'élaborer des stratégies en vue de dynamiser le secteur de l'élevage et de lutter efficacement contre ces insectes. Le compte-rendu est signé à Maniamia. L'Afrique perd, du fait de l'action des trypanosomoses et des mouches tsetse, 3 millions de bovins par an quand 18 millions de tonnes de nourriture et de lait sont affectés. La Côte d'Ivoire, qui est le 2e pays le plus touché en Afrique de l'Ouest par ces insectes, veut se donner les moyens de mettre fin à leurs actions. En initiant ce double atelier, l'un sur la plateforme des politiques de l'élevage de Côte d'Ivoire et l'autre sur la validation de la stratégie nationale d'éradication des trypanosomoses et des mouches tsetse, les initiateurs entendent élaborer la meilleure stratégie capable de soulager les éleveurs ivoiriens. Toutes ces activités qu'on a menées, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose. C'était les fondements. Et c'est pour cela, après plusieurs réflexions, on s'est dit non, ce n'est pas tard. Même si on a mis 60 ans à éradiquer la peste bovine, on peut faire un peu de recul, doter les pays de ces fondements-là qui sont nécessairement des politiques, des stratégies. Ce double atelier est organisé en collaboration avec le Bureau international des ressources animales BIRA et la campagne panafricaine pour l'éradication de la mouche tsetse et de la trypanosomiase de l'Union africaine dans le cadre du programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique VETGOV, conçu et géré par la FAO et l'OMS. L'objectif de l'UAPATEC est d'écouter les mouches tsetse hors de l'Afrique par la création de zones durablement exemptes de la mouche tsetse et trypanosomose. Ce objectif ne sera atteint que si les 38 États de l'Afrique subsaharienne, victimes de ce fléau, se mobilisent ensemble comme une seule entité. La trypanosomose et la mouche tsetse colonisent 9 millions de kilomètres carrés en Afrique subsaharienne. Selon les experts, 400 000 personnes sont infectées, dont seulement 30 000 diagnostiquées et traitées et 100 décès notifiés par jour. On s'intéresse maintenant à cette campagne contre les boissons frelatées. Plus de 200 maladies sont liées à la consommation de ce type d'alcool. Le constat est de l'Organisation mondiale de la santé et cette tendance croît quand l'alcool consommé est frelaté. C'est le sens du combat du ministre de la Santé qui accompagne l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Une campagne nationale contre les boissons frelatées a été lancée vendredi à Yopougon. Les détails avec Franck Wadjo. Boire quelques verres de passage entre amis ou de façon régulière, pratique sociale courante qui peut à la longue s'avérer périleuse pour la santé, surtout si le breuvage est frélaté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la cause d'un décès sur 20 dans le monde. Alors, plus d'alcool frélaté dans nos caves, c'est le credo poursuivi par l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Nous avons décidé d'entrer en guerre contre la boisson frelatée. La formation va suivre, la formation sur la qualité du produit, la formation sur l'information de la qualité. Et donc tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte et nous allons vraiment travailler. Il faut donc sensibiliser. Une campagne à l'échelle nationale pour lutter contre la commercialisation des boissons frelatées. Yopougon est la commune choisie pour le lancement. Commençons par savoir au niveau des débits de boissons, qu'est-ce qui est vendu? Quel type de boisson qui est vendu? S'agit-il de boissons alcoolisées et de quel type d'alcool? Une opération à laquelle adhèrent tenanciers d'espaces de divertissement et distributeurs. Nous n'avons pas aussi de formation en qualité et en dégustation pour savoir quelles sont les boissons frelatées. La campagne
est la bienvenue. Il est important d'informer le consommateur, il est important d'informer les restaurateurs, de voir la différence entre les catégories de boissons, le type de bouteilles. La phase officielle lancée, plus d'arguments donc pour les éventuels contrevenants. Ce sont des sanctions qui partent, des amendes qui partent de 300 000 à 3 millions et des emprisonnements d'1 an à 5 ans de prison. Désormais, il faudra compter avec ces affiches de prévention réglementaire partout où l'on consomme l'alcool. L'objectif est simple, 0 alcool frélaté en Côte d'Ivoire à terme. Au chapitre politique, on commence avec les activités du Front populaire ivoirien. Son président Pascal Affi-N'Guessan a effectué une tournée d'information dans le Moronou où il a animé 3 meetings. À Ara, Mbato et Bongwanou. Pascal Affi-N'Guessan a saisi l'occasion pour annoncer sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain à Boussanogo. Le Front populaire ivoirien ira aux élections d'octobre prochain. Et c'est Pascal Affi-N'Guessan qui défendra les couleurs du parti. Ainsi a décidé le congrès du Front populaire ivoirien tenu en mai dernier au Palais des Sports de Treichville. C'est donc en vue de porter l'information aux populations que le président du parti a effectué une tournée dans le Moronou. À Bongwanou, dernière étape d'une tournée qui a duré 5 jours, Pascal Affi-N'Guessan a expliqué à ses militants les motivations de sa candidature. Il a nommé Marcel Gossio au poste de directeur national de campagne. Les camarades m'ont chargé, m'ont mis en mission pour que demain, avec la caution, l'onction des Ivoiriens, je puisse travailler à la réconciliation nationale. Ils m'ont mis en mission aussi de lutter contre la pauvreté, contre la vie chère, pour le bien-être des parents, pour la prospérité nationale. Donc il y a aussi pour la sécurité nationale. Donc il y a un certain nombre de problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés et il s'agit de nous battre pour que justement sur tous ces chantiers, la Côte d'Ivoire avance. Fils du Moronou, Pascal Affi-N'Guessan a été bien accueilli par ses parents. Ceux-ci l'ont assuré de leur soutien dans son projet. J'en suis fier parce que c'est mon fils, parce que c'est mon frère qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle 2015. C'est une fierté pour moi et c'est une fierté pour tout le Moronou. Ara et Mbato ont constitué les premières étapes de la tournée d'information du président du Front populaire ivoirien dans le Moronou. Il a invité ses militants à s'inscrire sur la liste électorale. Dans le même temps, plusieurs coordinations RHDP ont été installées ce week-end. Il s'agit de sonner la mobilisation pour accorder un second mandat au président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP pour la présidentielle. Suivons l'ambiance qui a prévalu à Touba, à Bobo et à Atekoubé, dans le district d'Abidjan, avec notre reporter Mamadou Kwasi. Assurer la victoire du président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle d'octobre prochain. C'est l'engagement pris par les militants des partis politiques membres du RHDP de Touba. Pour relever ce défi, ils ont placé leur confiance en Amarafa Bamba, coordinateur départemental du RHDP. Aussitôt investi qu'il s'engage pour permettre aux 55 000 requérants recensés lors des audiences foraines de disposer de leur carte d'identité et carte d'électeur. Chose qui leur permettra, selon lui, de réélire le président de la République, candidat unique du RHDP à plus de 95% à Touba. Des initiatives saluées par le chef de la délégation du RHDP, le ministre François Albert Amicha, qui exhorte les militants à l'union et à la cohésion pour relever tous les défis. Nous comptons sur vos qualités de rassembleurs pour que, autour de vous, tous les talents, toutes les sommités des 5 partis composant le RHDP soient mis à contribution pour atteindre les objectifs que le territoire vous fixe. Abobo dit 100% au président Alassane Ouattara en octobre prochain. Un engagement réaffirmé au cours de la cérémonie d'investiture du coordinateur départemental du RHDP. Adama Tunkara, investi par le président du groupe de travail du RHDP, Adama Bitogo, a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour. Il a par ailleurs soulevé quelques difficultés de ses militants. Je ne saurais me taire sur les difficultés que les habitants d'Abobo ont pour obtenir le certificat de nationalité et les cartes d'identité. Nous avons la population la plus jeune du district d'Abidjan. 80% de la population d'Abobo a moins de 30 ans. Selon Adama Bitogo, président du groupe de travail du RHDP, des dispositions sont déjà prises en vue de faciliter l'établissement de ces documents.
Les militants du RHDP, le Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix d'Atekoubé, mobilisés pour la réélection du président Alassane Ouattara. À leur tête, Daon Paulin Claude, investi président de la coordination RHDP de cette commune. À peine consacré à la tête d'un directoire de 50 membres, qu'il dévoile sa stratégie pour un plébiscite de la coalition à l'issue de la présidentielle d'octobre prochain. Aux militants en pleine confiance devant les prouesses réalisées en 5 ans d'exercice du pouvoir, il a exhorté à aller se faire enregistrer massivement sur le listing électoraux. Gage d'une victoire assurée. Atekoubé va mobiliser 95% de ses électeurs pour Alassane Ouattara. C'est bien que nous soyons mobilisés à chaque fois, mais il est mieux que nous soyons mobilisés dans les urnes. Autant dire que les militants oufouettistes de la commune d'Atekoubé, c'est déjà la veille d'armes. Et pour le ministre Vincent Louès, qui a consacré le maire Daon Paulin à la tête de la coordination, l'élection présidentielle à venir est un tournant décisif dans la destinée des Ivoiriens. C'est pourquoi il a invité les militants d'Atekoubé à rester serrés et mobilisés autour de leur leader. On reste en politique. Une forte délégation de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 ou Force 2015 a séjourné récemment dans la région du Haut-Sassandra, dans le district des montagnes du Denguélé. Une tournée pour mobiliser les responsables locaux du RHDP pour la réélection du chef de l'État. Abou Sanogo pour le point. Zokugbe, Sianso, Madinani, Diokwe, Giglo, Bangolo et Man sont les régions et localités visitées par la délégation de Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, conduite par son président Charles Niaouri, lesquels ont reçu un accueil enthousiaste et chaleureux des militants et militantes du RHDP. À chaque étape, Charles Niaouri a appelé les militants du RHDP à se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Alassane Ouattara, ce n'est plus les bonnes paroles. Alassane Ouattara, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est visible, c'est ce que tout le monde peut toucher. Chacun de vous doit être directeur de campagne d'Alassane Ouattara. Allez-y parler à vos voisins qui sont encore sceptiques, qui sont encore indécis. On ne parle plus trop. Montrez les réalisations. Le goudron va aller de Broléké jusqu'à tout le bleu. Et ça, c'est Alassane Ouattara. Devant des foules attentives à son message, le président de la Force 2015, Charles Niaouri, a aussi invité tous les Ivoiriens à se faire établir leur pièce nationale d'identité et à participer massivement à l'opération de révision du listing électoral, des rencontres très appréciées par les responsables locaux du RHDP. Le président n'a pas de parti. Il est venu pour le développement de notre pays. Et il a commencé. Donc nous aussi à Bangolo, mettons-nous ensemble pour le développement, pour que notre président aussi pense à nous. Une tournée qui a été également une occasion pour présenter aux militants du RHDP des localités visitées les coordinations locales de la Force 2015. Au chapitre santé, Ebola, tirer les leçons pour aller de l'avant. C'est le thème d'une conférence organisée à Dakar, au Sénégal, par Médecins sans frontières, l'objectif étant d'améliorer la réponse à des futures épidémies. Une rencontre au moment où on observe une recrudescence de l'épidémie à virus Ebola en Guinée et en Sierra Leone. Sylvie Touré. En pointe dans la lutte contre Ebola, l'ONG internationale Médecins sans frontières est inquiète. Un an après l'apparition de l'épidémie, les erreurs du passé se répètent. L'engagement de la communauté dans la réponse est essentiel. Et si on n'a pas l'engagement des communautés, ça ne se fera pas. Mais on sait aussi qu'un leadership au niveau gouvernemental local est absolument essentiel. Et donc, quand on a des agendas mixtes par rapport à la réponse à l'Ebola ou l'agenda des intérêts politiques de certains passe devant la réponse aux citoyens à l'épidémie, mais ça ne fonctionne pas. Manque de leadership gouvernemental, manque d'engagement des communautés dans la lutte. Réunis à Dakar, les spécialistes accusent. Pour les premières communautés, à la limite, on se dit, OK, le message n'était pas très bien passé. Mais un an après, on se dit, bon, tout le monde est au courant, tout le monde est... Ben, en fait, non, c'est toujours la même dynamique. Selon l'OMS, la persistance des pratiques funéraires à risque, les cadavres de malades d'Ebola étant particulièrement dangereux, constituent un des principaux vecteurs de contamination. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'épidémie a connu une recrudescence pour la 2e semaine consécutive. De nouveaux cas ont été enregistrés
en Sierra Leone, obligeant les autorités à décréter un couvre-feu dans 2 provinces au nord-ouest du pays, avec confinement des habitants à domicile obligatoire pendant 21 jours, durée maximale d'incubation du virus. La Guinée n'en est pas épargnée. CAN 2000, éliminatoire de la CAN 2017 et cette petite déception, 4 mois après leur sacre en Guinée équatoriale, les éléphants de Côte d'Ivoire, comme les 51 autres équipes engagées, ont entamé les éliminatoires de la CAN 2017. Le coach intérimaire Kamara Ibrahim et ses poulains n'ont pu s'imposer face au pays organisateur, le Gabon. Score nul, vierge 0-0 pour cette rencontre qui n'apporte aucun point, mais qui a permis au Gabon de prendre des galons face aux champions en titre. Le match retour est prévu en juin 2016. La deuxième journée opposera la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone en septembre prochain. Et puis, cette vidéo insolite, un chimpanzé qui affectionne le vin de palme, comme vous pouvez le voir, à l'aide d'une éponge faite de feuilles mâchées par lui-même. Le primate se sert dans un bidon qui sert à recueillir le vin de palme et la scène se déroule en Guinée où l'exploitation du vin de palme se fait de façon artisanale comme en Côte d'Ivoire. Encore une preuve que les singes et les hommes ont beaucoup de points communs. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.